Vous faites la queue dans un café et le type devant vous porte une Rolex. Il conduit une Tesla que vous l'avez vu garer. Il vient de commander un café à 12 € sans même regarder le prix. Il a l'air prospère et fortuné. N'est-ce pas? Mais statistiquement, il y a 75% de chances que son compte en banque affiche moins de 15 000 €. Cette Rolex est financée. La Tesla est en leasing. Et la confiance est alimentée par des cartes de crédit. Son salaire disparaît avant même d'arriver sur son compte. C'est l'illusion qui piège 3 personnes sur 4 dans la médiocrité financière. Cette situation dure toute leur vie. Je m'appelle Nick et je vais vous montrer pourquoi la plupart des gens gagnent plus d'1 million d'euros au cours de leur vie. Pourtant, ils n'accumulent même pas 100 000 € de patrimoine réel. Commençons par des chiffres qui devraient franchement vous effrayer. L'Américain moyen à 30 ans possède environ 7 000 $ d'économie liquide. À 40 ans, il a peu être 45 000 $ sur ses comptes de retraite. Même à 50 ans, la plupart des gens ont moins de 60 000 $ qu'ils peuvent réellement toucher. Ce sont des personnes qui ont des carrières et des salaires décents. Ils ont des comptes de retraite qu'ils ont ouverts une fois et qu'ils ont oubliés. Ils gagnent de l'argent. Mais ils n'en gardent aucun. L'écart entre ce qu'ils gagnent et ce qu'ils possèdent révèle la vraie histoire. Voici ce que personne ne vous dit lorsque vous obtenez votre diplôme. Vous décrochez votre premier vrai emploi et commencez à recevoir de vrais salaires. Le revenu et la richesse ne sont pas la même chose. Ils ne sont même pas cousins. Le revenu, c'est ce qui apparaît sur votre compte bancaire toutes les 2 semaines. La richesse, c'est ce qui reste là et qui croît pendant que vous dormez. Vous pouvez gagner 6 chiffres et être fauché. Vous pouvez gagner 50 000 € et construire une véritable sécurité financière. La différence n'a presque rien à voir avec le chiffre sur votre fiche de paie. Elle a tout à voir avec ce qui se passe après l'arrivée de ce chiffre. La plupart des gens traitent une augmentation comme un permis d'améliorer leur vie. Vous passez de 45 000 à 60 000 € et soudain ce studio vous semble trop petit. Vous méritez maintenant un 2 pièces. Peut être dans un quartier plus agréable. La vieille Honda Civic d'occasion qui vous a accompagné pendant la vingtaine devient embarrassante. Elle fait piètre figure à côté du nouveau SUV de votre collègue. Vous gagnez plus d'argent. Donc, votre vie devrait refléter cela. Non. C'est ce qu'on appelle la dérive du style de vie. Et c'est l'assassin silencieux de la construction de patrimoine. Chaque euro de cette augmentation de 15 000 € est absorbé. Il part dans un loyer plus élevé. Un paiement de voiture. De meilleurs restaurants. Il finance un abonnement à la salle de sport que vous utiliserez 2 fois. Il paie des abonnements dont vous oublierez l'existence. 1 an plus tard, vous gagnez 60 000 € et vous vous sentez exactement aussi fauché qu'à 45 000. Les mathématiques ici sont brutales. Si vous économisiez 10% de 45 000 €, cela fait 4 500 € par an. Montez à 60 000 € et gardez les mêmes 10%. Vous économisez maintenant 6 000 €. Sauf que vous ne le faites pas. Parce que le 2 pièces coûte 600 € de plus par mois. Le paiement de la voiture est de 400 €. Vous mangez au restaurant 3 fois par semaine au lieu d'1 fois. Votre taux d'épargne réel chute à peu, être 5%. Et soudain vous économisez moins qu'avant l'augmentation. Vous avez obtenu une promotion et vous avez reculé. Cela arrive à presque tout le monde et la plupart des gens ne remarquent même pas que cela se produit. Mais la dérive du style de vie n'est que le premier acte. Le vrai piège. Celui qui maintient les gens coincés pour toujours. C'est ce que j'appelle la mentalité des mensualités. Entrez dans n'importe quelle concession automobile et demandez combien coûte une voiture. Ils ne vous diront pas 35 000 €. Ils vous diront que ce n'est que 499 € par mois. Seulement, comme si ce mot la rendait abordable, le financement a recablé la façon dont les gens pensent au coût. Au lieu de demander « puis-je me permettre cette chose ?», les gens demandent « puis-je me permettre cette mensualité ?» Et la réponse est presque toujours oui. Car les concessionnaires et les sociétés de cartes de crédit sont devenus très doués pour rendre les chiffres petits. Voici ce que cela signifie réellement. Vous financez une voiture de 35 000 € à 6% d'intérêt sur 6 ans. Vous paierez au total plus de 41 000 €. Vous venez de donner 6 000 € pour le privilège de ne pas attendre. Et cette voiture, la chose sur laquelle vous payez des intérêts, perd de la valeur tout le temps que vous la possédez. 3 ans plus tard, elle vaut peu, être 20 000 €.
Mais vous devez encore 18 000. Vous êtes sous l'eau sur un actif qui se déprécie. Votre mensualité vous semble si normale que vous n'y pensez même plus. Cela fait maintenant partie de la vie loyer. Service public. Paiement de voiture. Paiement de téléphone. Paiement de carte de crédit. Abonnement de streaming. Chaque mensualité semble gérable individuellement. Mais ensemble, elles deviennent une prison. Vous vivez chèque de paie après chèque de paie. Non pas parce que vous ne gagnez pas assez, mais parce que vous avez construit une vie qui exige chaque euro que vous gagnez. Et voici la partie la plus sombre, les entreprises savent exactement ce qu'elles font. Elles ont optimisé chaque mensualité pour qu'elle soit juste assez basse, pour que vous disiez oui. 500 euros par mois, pas de problème. Mais c'est 16 000 euros par an. Ajoutez 3 ou 4 de ces engagements et vous venez de vous engager à 20 000 ou 30 000 euros d'obligations annuelles. Vous vivez maintenant dans une cage construite en incréments mensuels. Parlons maintenant de la vraie arnaque, l'effet de levier. On vous a probablement dit que la dette peut être un outil. Elle peut vous aider à construire un patrimoine plus rapidement, à acheter des actifs, à investir dans votre avenir. C'est vrai. Mais seulement si vous achetez des actifs qui s'apprécient. Si vous utilisez la dette pour acheter des choses qui perdent de la valeur, vous ne construisez pas de patrimoine. Vous creusez activement un trou dont il sera exponentiellement plus difficile de sortir. Prenons un exemple concret. 2 personnes. Même salaire de 70 000 euros par an. La personne A achète une voiture neuve de 40 000 euros avec un financement. La personne B achète une voiture d'occasion fiable de 12 000 euros en espèces. La mensualité de la personne A est de 650 euros. La personne B n'a pas de mensualité et investit plutôt ses 650 euros chaque mois. Après 6 ans, la personne A a remboursé la voiture, dépensé 47 000 euros au total, et possède maintenant une voiture qui vaut environ 18 000 euros. La personne B a une voiture qui vaut toujours environ 8 000 euros. Mais elle a aussi 60 000 euros investis qui croissent. Cette décision unique a créé un écart de patrimoine de plus de 50 000 euros. Et ce n'est qu'une voiture. Imaginez ce qui se passe quand vous appliquez ce principe à chaque décision financière que vous prenez pendant 20 ans. Voici maintenant le vrai problème avec la dette des actifs qui se déprécie. Elle ne vous coûte pas seulement ce que vous payez. Elle vous coûte ce que vous auriez pu gagner. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Et c'est invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Chaque euro que vous envoyez à un prêteur automobile ou à une société de carte de crédit est un euro qui ne travaille pas pour vous. Ce n'est pas un euro qui se compose dans un compte d'investissement ou un fonds indiciel. Vous ne perdez pas seulement de l'argent maintenant. Vous perdez des décennies de croissance future. Disons que vous payez 500 euros par mois en intérêt de carte de crédit pendant 5 ans. C'est 30 000 euros spartis. Brûlés. Jamais récupérables. Mais si vous aviez investi ces 500 euros par mois à la place, en supposant un rendement annuel moyen de 8%, vous auriez environ 37 000 euros après 5 ans. Laissez-le croître pendant encore 20 ans sans ajouter un centime de plus. Ce 37 000 euros devient plus de 170 000 euros. Vous n'avez pas seulement perdu 30 000 euros, vous avez perdu 170 000 euros de richesse future. C'est le coût réel du financement de votre style de vie avec des mensualités. Chaque mensualité que vous acceptez vole à votre futur vous. Ce n'est pas du drame. C'est juste les mathématiques composées jouées à l'envers. C'est maintenant une partie normale de la vie loyer. Service public, voiture, paiement de téléphone, paiement de carte de crédit, streaming. Il y a même des applications maintenant qui vous permettent de financer vos courses. Achetez maintenant. Payez plus tard pour des bananes. C'est là que nous en sommes. Chaque mensualité semble gérable individuellement. Mais ensemble, elles deviennent une prison. Vous vivez chèque de paie après chèque de paie. Non pas parce que vous ne gagnez pas assez, mais parce que vous avez construit une vie qui exige chaque euro que vous gagnez. Et voici la partie la plus sombre, les entreprises savent exactement ce qu'elles font. Elles ont optimisé chaque mensualité pour qu'elle soit juste assez basse pour que vous disiez oui. 500 euros par mois, pas de problème. Mais c'est 600 euros par an. Ajoutez 3 ou 4 de ces engagements et vous venez de vous engager à 20 000 ou 30 000 euros d'obligations annuelles. Vous vivez maintenant dans une cage construite en incréments mensuels. Et chaque fois que vous essayez de sortir, il y a une autre offre.
Un autre paiement qui semble juste assez petit pour être justifiable. Le système n'est pas conçu pour vous aider à construire un patrimoine. Il est conçu pour extraire autant de votre revenu que possible. Aussi longtemps que possible sans que vous vous rendiez compte de ce qui se passe. Et cela fonctionne parce que nous sommes terribles pour évaluer le coût réel des choses. Nous voyons 499 € par mois et notre cerveau dit gérable. Nous ne faisons pas le calcul pour voir que sur 5 ans, c'est près de 30 000 €, plus les intérêts, plus le coût d'opportunité. Nous ne réalisons pas qu'en disant oui à ce paiement, nous disons non au patrimoine futur. Parlons maintenant de la vraie arnaque, l'effet de levier. On vous a probablement dit que la dette peut être un outil. Elle peut vous aider à construire un patrimoine plus rapidement, à acheter des actifs, à investir dans votre avenir. C'est vrai. Mais seulement si vous achetez des actifs qui s'apprécient, un bien immobilier qui prend de la valeur, une entreprise qui génère des revenus, des investissements qui croissent. Si vous utilisez la dette pour acheter des choses qui perdent de la valeur, vous ne construisez pas de patrimoine. Vous creusez activement un trou dont il sera exponentiellement plus difficile de sortir. Prenons un exemple concret. 2 personnes. Même salaire de 70 000 € par an. La personne A achète une voiture neuve de 40 000 € avec un financement. La personne B achète une voiture d'occasion fiable de 12 000 € en espèces. La mensualité de la personne A est de 650 €. La personne B n'a pas de mensualité et investit plutôt ses 650 € chaque mois. Après 6 ans, la personne A a remboursé la voiture. Elle a dépensé 47 000 € au total et possède maintenant une voiture qui vaut environ 18 000 €. La personne B a une voiture qui vaut toujours environ 8 000 €. Mais elle a aussi 60 000 € investis qui croissent. Cette décision unique a créé un écart de patrimoine de plus de 50 000 € et ce n'est qu'une voiture. Imaginez ce qui se passe quand vous appliquez ce principe à chaque décision financière que vous prenez pendant 20 ans. Voici maintenant le vrai problème avec la dette des actifs qui se déprécie. Elle ne vous coûte pas seulement ce que vous payez. Elle vous coûte ce que vous auriez pu gagner. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Et c'est invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Chaque euro que vous envoyez à un prêteur automobile ou à une société de carte de crédit est un euro qui ne travaille pas pour vous. Ce n'est pas un euro qui se compose dans un compte d'investissement ou un fonds indiciel. Vous ne perdez pas seulement de l'argent maintenant. Vous perdez des décennies de croissance future. Disons que vous payez 500 € par mois en intérêt de carte de crédit pendant 5 ans. C'est 30 000 € partis. Brûlé. Jamais récupérable. Mais si vous aviez investi ces 500 € par mois à la place, vous auriez environ 37 000 € après 5 ans. En supposant un rendement annuel moyen de 8%, laissez-le croître pendant encore 20 ans sans ajouter un centime de plus. Ce 37 000 € devient plus de 170 000 €. Vous n'avez pas seulement perdu 30 000 €. Vous avez perdu 170 000 € de richesse future. C'est le coût réel du financement de votre style de vie avec des mensualités. Chaque mensualité que vous acceptez vole à votre futur vous. Ce n'est pas du drame. C'est juste les mathématiques composées jouées à l'envers. Et la plupart des gens ne voient jamais ce coût parce qu'il se produit en arrière-plan. Il ne figure sur aucun relevé. Il n'envoie aucune facture. Vous ne le voyez qu'à 60 ans quand vous regardez votre compte de retraite. Vous réalisez que 40 ans de travail vous ont laissé avec presque rien. Maintenant, parlons de la vraie raison pour laquelle la plupart des gens échouent. La validation sociale et la comparaison. Nous vivons dans une économie d'exhibition où chaque achat est un signal. La voiture que vous conduisez, la montre que vous portez, les vacances que vous publiez. Tout cela communique une histoire sur qui vous êtes et ce que vous valez. Le problème est que personne ne publie son compte d'épargne. Personne ne se vante de conduire une Honda de 10 ans pendant qu'il construit un portefeuille d'investissement de 6 chiffres. Le patrimoine réel est invisible. Donc, nous jugeons le succès par procuration. Nous supposons que la personne avec les belles choses a réussi. Nous supposons que nous sommes en retard si nous ne suivons pas le rythme. Mais voici ce qui se passe réellement. Votre ami publie des photos de ses vacances aux Maldives. Ce qu'il ne publie pas, c'est le solde de sa carte de crédit de 8 000 €. Votre collègue conduit une BMW flambant neuve. Ce qu'il ne mentionne pas, c'est le prêt automobile de 7 ans avec des intérêts de 9%.
Votre voisin a rénové sa cuisine avec du marbre italien. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a refinancé sa maison et a reporté sa retraite de 5 ans. Tout le monde joue la comédie. Et vous regardez la représentation en pensant que vous êtes le seul qui lutte. Vous n'êtes pas en retard. Vous ne ratez pas quelque chose. Vous jouez simplement à un jeu différent. Un jeu que vous pouvez réellement gagner. Les personnes qui deviennent réellement riches ne ressemblent pas à ce que vous pensez. Elles ne conduisent pas les voitures les plus tapes à l'œil. Elles ne portent pas de logo sur toutes leurs possessions. Elles ne publient pas leur portefeuille d'investissement sur les réseaux sociaux. Elles construisent tranquillement, année après année, sans l'approbation de personne. Le vrai patrimoine est ennuyeux. C'est répétitif. C'est invisible. C'est manger à la maison quand tout le monde va au restaurant. C'est conduire une voiture fiable au lieu d'une voiture impressionnante. C'est vivre dans un appartement plus petit que ce que vous pourriez techniquement vous permettre. C'est mettre de l'argent de côté tous les mois même quand personne n'est là pour vous applaudir. C'est investir dans les marchés pendant des décennies sans essayer de les chronométrer. Et c'est ignorer chaque article qui vous dit que vous ratez quelque chose. Voici la vérité brutale. Si vous voulez être riche, vous devez être prêt à paraître pauvre. Pendant des années, peut être des décennies. Vous devez être d'accord avec le fait que les gens vous jugent pour vos choix. Vous devez être à l'aise avec le fait de laisser les autres impressionner alors que vous vous concentrez sur les chiffres qui comptent réellement. La plupart des gens ne peuvent pas le faire parce que le coût social semble trop élevé. Mais voici ce que ces gens ne réalisent pas. Le coût de jouer le jeu de l'apparence est infiniment plus élevé. Il vous coûte votre tranquillité d'esprit, votre flexibilité et votre avenir. L'approbation que vous recherchez chez les autres ne vient jamais vraiment. Il y a toujours quelqu'un avec une maison plus grande, une voiture plus rapide, de meilleures vacances, vous courez sur un tapis roulant qui ne mène nulle part, vous brûlez votre vie à essayer de paraître réussi pour des gens qui ne pensent même pas à vous. Pendant ce temps, la personne qui a quitté la course il y a des années construit quelque chose qui dure réellement. Alors voici le défi. La prochaine fois que vous êtes tenté d'acheter quelque chose pour impressionner quelqu'un d'autre, faites une pause. Demandez-vous de qui vous cherchez l'approbation. Demandez-vous si cette approbation vaut 10. H. 30 ans de travail supplémentaire. Demandez-vous si vous seriez quand même heureux avec cet achat si personne d'autre ne le savait jamais. Si la réponse est non, vous n'achetez pas la chose. Vous achetez de la validation. Et la validation ne se compose pas. Elle ne vous aide pas à prendre votre retraite plus tôt. Elle ne vous donne pas de liberté financière. Elle vous fait juste vous sentir bien pendant quelques jours jusqu'à ce que quelqu'un d'autre achète quelque chose de plus beau. Les personnes qui gagnent ce jeu l'ont compris tôt. Le vrai statut ne vient pas de ce que vous possédez. Il vient de ce que vous n'avez pas à vous soucier de posséder. La véritable richesse, c'est avoir des options, pas des obligations. C'est avoir la liberté de dire non aux choses qui ne comptent pas pour vous. C'est avoir la tranquillité d'esprit de savoir que vous pourriez arrêter de travailler demain et survivre pendant des années. C'est pouvoir prendre des décisions basées sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous devez. Ce niveau de sécurité ne peut jamais être atteint si vous dépensez chaque euro que vous gagnez. Essayez d'avoir l'air riche pour des gens qui ne se soucient pas de vous. Passons maintenant à quelque chose que tout le monde déteste mais que personne ne veut admettre. Le manque d'éducation financière. La plupart des gens passent par 12 à 16 ans d'éducation. Ils apprennent la géométrie. Ils apprennent l'histoire. Ils apprennent comment disséquer une grenouille, mais personne ne leur enseigne les bases de la gestion de l'argent réel. Comment fonctionne l'intérêt composé? Ce qu'est un fonds indiciel. Pourquoi épargner 15% de votre revenu est plus important qu'obtenir une augmentation de 10%? Comment calculer le coût réel d'un achat sur 30 ans au lieu d'un mois? Ces compétences ne sont pas enseignées parce que, honnêtement, le système ne veut pas que vous les connaissiez. Si tout le monde comprenait comment fonctionne l'argent réellement, personne ne financerait une voiture pendant 84 mois. Personne ne paierait 22% d'intérêt sur une carte de crédit. Personne n'achèterait une maison sans comprendre les coûts à long terme de l'intérêt. Les entreprises dépendent de votre ignorance. Elles prospèrent parce que vous ne calculez pas les chiffres. Elles gagnent parce que vous vous concentrez sur l'abordabilité des mensualités, au lieu du coût total de possession. Elles gagnent parce que vous prenez des décisions financières basées sur l'émotion, sur l'instantanéité et sur les pressions sociales. Au lieu de vous baser sur la logique, les données
et la patience. Voici ce qui se passe quand vous n'avez pas d'éducation financière. Vous traitez votre carte de crédit comme de l'argent gratuit jusqu'à ce que le solde devienne ingérable. Vous considérez votre compte de retraite comme une chose lointaine et abstraite. Alors vous y cotisez à peine ou pas du tout pendant vos 20 et 30 ans. Vous financez des choses que vous auriez pu acheter en espèces si vous aviez attendu 6 mois. Vous n'investissez jamais parce que cela semble compliqué ou risqué ou réservé aux riches. Vous pensez qu'investir, c'est choisir des actions ou chronométrer le marché. Alors vous ne commencez jamais. Et vous laissez votre argent stagner dans un compte d'épargne à 0. 5% d'intérêt. Pendant que l'inflation le grignote lentement, vous prenez conseil financier auprès de personnes aussi ignorées que vous. Votre oncle qui a perdu 20 000 € en crypto, votre ami qui vous dit que la bourse est truquée, votre collègue qui dit que louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres sans faire les calculs. Vous finissez par prendre de mauvaises décisions encore et encore. Non pas parce que vous êtes stupide, mais parce que vous n'avez jamais appris autrement. Voici donc la vérité la plus dure. Votre manque d'éducation financière n'est pas entièrement de votre faute. Mais restez ignorant maintenant. C'est de votre faute. Les informations sont partout livres. Podcasts, vidéos, cours, la plupart gratuits, tous accessibles. Si vous avez le temps de parcourir les réseaux sociaux pendant 1 heure par jour, vous avez le temps d'apprendre. Si vous avez le temps de regarder Netflix, vous avez le temps de lire un livre sur l'investissement indiciel. Si vous avez le temps de vous plaindre d'être fauché, vous avez le temps de comprendre pourquoi vous l'êtes. Et voici la partie qui fait réellement la différence. Apprendre comment fonctionne l'argent change tout. Pas seulement votre comportement, mais la façon dont vous voyez le monde. Vous commencez à remarquer des schémas partout. Vous voyez comment les publicités vous manipulent pour dépenser. Vous voyez comment les concessionnaires vous vendent sur les mensualités, pas sur les coûts. Vous voyez comment vos amis se noient lentement financièrement en essayant de paraître réussis. Vous vous voyez prendre de meilleures décisions non pas parce que c'est facile, mais parce que vous comprenez maintenant le coût de ne pas le faire. Vous arrêtez de financer des actifs qui se déprécient. Vous commencez à maximaliser les comptes fiscalement avantageux. Vous automatisez les investissements pour ne jamais avoir l'occasion de dépenser l'argent d'abord. Vous arrêtez d'essayer de battre le marché et vous investissez simplement dans des fonds indiciels à faible coût. Vous apprenez que le temps sur le marché bat le timing du marché. Vous réalisez que chaque décision financière que vous prenez est soit un dépôt, soit un retrait de votre futur vous. Et soudain, le jeu devient plus clair. Vous n'essayez pas de devenir riche du jour au lendemain. Vous essayez juste de prendre des décisions légèrement meilleures de manière constante. C'est tout ce qu'il faut. Des décisions légèrement meilleures répétées pendant des années. Mais voici le problème, apprendre n'est que la moitié de la bataille. L'autre moitié consiste à appliquer réellement ce que vous apprenez. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Non pas par manque de connaissances, mais par manque d'exécution. Ils savent qu'ils devraient investir. Mais ils ne le font pas. Ils savent qu'ils devraient réduire leurs dépenses. Mais ils ne le font pas. Ils savent qu'ils devraient éviter la dette à intérêt élevé. Mais ils continuent à glisser leur carte de crédit. Connaître les bonnes réponses ne signifie rien si vous ne changez pas votre comportement. Et changer de comportement est difficile parce que cela nécessite de renoncer à des choses maintenant pour des gains que vous ne verrez pas avant des années. Mais voici la belle chose à propos de l'éducation financière. Plus vous en apprenez, plus il devient facile d'agir. Parce que vous ne vous contentez plus d'espérer que les choses s'amélioreront. Vous avez un plan. Vous avez des repères. Et vous savez exactement où chaque décision vous mène. Alors commencez, petit, lisez un livre. Regardez une vidéo. Apprenez une chose. Puis appliquez-la. Et continuez à construire à partir de là. Parlons maintenant de la partie dont personne ne veut parler, le facteur temps. La seule ressource que vous ne pouvez jamais récupérer. Vous pouvez toujours gagner plus d'argent. Mais vous ne pouvez pas gagner plus de temps. Et c'est pourquoi commencer tôt est l'avantage le plus puissant que vous ayez. Voici un exemple simple qui illustre parfaitement ce point. 2 personnes. Personne A commence à investir 500 € par mois à 25 ans. Elle le fait pendant 10 ans. Puis elle arrête complètement. La personne B attend jusqu'à 35 ans. Puis elle investit 500 € par mois pour le reste de sa vie.
En supposant un rendement annuel moyen de 8%, qui aura plus d'argent à 65 ans? La personne A, celle qui a commencé tôt et s'est arrêtée, aura environ 2 millions d'euros. La personne B, celle qui a investi plus longtemps mais a commencé plus tard, aura environ 900 000 euros. La personne A a investi un total de 60 000 euros. La personne B a investi 180 000 euros. Pourtant, la personne A se retrouve avec 300 000 euros de plus. Pourquoi? À cause du temps. Du simple fait de commencer tôt. L'intérêt composé est exponentiel. Pas linéaire. Les premiers euros que vous investissez sont les plus précieux parce qu'ils ont le plus de temps pour croître. Chaque année que vous attendez coûte exponentiellement plus que la précédente. Attendre jusqu'à 30 ans au lieu de 25 ne vous coûte pas seulement 5 ans. Cela vous coûte des centaines de milliers de croissances potentielles. C'est pourquoi j'insiste autant sur le fait de commencer maintenant. Même si vous ne pouvez investir que 50 ou 100 euros par mois. Ce n'est pas le montant qui compte le plus. C'est le temps que vous lui donnez pour travailler. Un investissement de 100 euros par mois pendant 40 ans, à 8% de rendement devient plus de 350 000 euros. Le même investissement de 100 euros par mois, mais pendant seulement 20 ans, environ 59 000 euros. Même contribution. Même rendement. Mais une différence de 290 000 euros. Tout cela parce que l'un a commencé 20 ans plus tôt. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Je n'ai pas 25 ans. Ja, ik call me ici. Ce chevaux. 55 ans. Est-il trop tard pour moi? Non. Ce n'est pas trop tard. Mais vous devez être honnête avec vous-même sur deux choses. Premièrement, vous ne pouvez pas récupérer les années perdues. Si vous aviez 35 ans et que vous n'avez pas commencé à investir, vous avez perdu une décennie d'intérêts composés. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et le réparer. Alors ne perdez pas de temps à vous en vouloir. Deuxièmement, vous devez compenser l'avantage du temps avec une action agressive. Si vous avez commencé tard, vous devez investir plus, réduire plus et vous concentrer plus. La personne qui commence à 25 ans peut se permettre d'investir 10% de son revenu et quand même devenir millionnaire. La personne qui commence à 40 ans doit probablement investir 20 ou 25% pour obtenir le même résultat. C'est injuste, oui. Mais c'est les mathématiques. Et les mathématiques ne se soucient pas de l'équité. La bonne nouvelle est que c'est encore possible. Même si vous commencez à 40 ans, vous avez encore 25 ans avant la retraite. C'est 25 ans de croissance composée si vous êtes discipliné. Mais voici le deal, vous n'obtenez pas de passe gratuit pour perdre plus de temps. Chaque mois que vous retardez creuse le trou un peu plus profond. Chaque année que vous attendez fait de votre objectif un peu plus difficile à atteindre. Si vous avez 30 ans et que vous pensez que vous avez tout le temps du monde, vous ne l'avez pas. Si vous avez 40 ans et que vous pensez qu'il est trop tard pour commencer, ce n'est pas le cas. Mais plus vous attendez, plus le chemin devient raide. Alors arrêtez de dire je commencerai l'année prochaine ou quand j'obtiendrai une augmentation ou quand les choses se stabiliseront. Les choses ne se stabilisent jamais. Et l'année prochaine ne devient jamais cette année. Commencez maintenant avec ce que vous avez. Même si ce n'est que 50 euros par mois. Parce que cette petite somme aujourd'hui vaut plus qu'une grosse somme dans 5 ans. Le temps ne revient pas. Donc arrêtez de l'échanger contre des excuses. Maintenant, abordons l'objection la plus courante que j'entends. Je n'ai pas assez d'argent pour commencer. Je vis chèque de paie après chèque de paie. Comment suis-je censé épargner ou investir? Voici la vérité difficile. Vous avez probablement plus d'argent que vous ne le pensez. Vous le dépensez simplement sur des choses que vous ne remarquez même pas. Le café à 5 euros tous les matins, c'est 1800 euros par an. Les 3 abonnements de streaming dont vous utilisez un, c'est 300 euros par an. La nourriture à emporter 2 fois par semaine parce que vous êtes trop fatigué pour cuisiner, c'est 3000 euros par an. Le téléphone flambant neuf tous les 2 ans au lieu de garder l'ancien. Encore 1000 euros par an. Additionnez tout, et la plupart des gens dépensent 5000 à 10 000 euros par an en dépenses qui ne changent absolument rien à leur vie. Je ne dis pas de vivre comme un moine. Je ne dis pas d'éliminer toute joie. Je dis que la plupart des gens gaspillent de l'argent par inattention. Pas par nécessité. Si vous pensez vraiment que vous n'avez pas d'argent à épargner, faites cet exercice. Suivez chaque euro que vous dépensez pendant un mois. Chaque transaction.
chaque glissement de carte, chaque paiement automatique. Écrivez-le. Catégorisez-le. Puis regardez où va réellement votre argent. Je garantis que vous trouverez au moins 200 ou 300 euros par mois de dépenses qui n'améliorent pas votre vie. Ces 300 euros investis pendant 30 ans à 8% deviennent plus de 450 000 euros. Mais vous ne le verrez jamais parce que vous le dépensez en trucs dont vous ne vous souvenez même pas le mois prochain. Maintenant, je sais que certains d'entre vous vont dire Nick, tu ne comprends pas. J'ai de vraies dépenses. Le loyer est cher. La garde d'enfants est chère. La vie est chère, mais cher est aussi relatif. Les gens qui gagnent 40 000 euros se sentent fauchés. Les gens qui gagnent 140 000 euros se sentent aussi fauchés. La différence, ce sont les choix, pas les circonstances. Si votre revenu est vraiment trop faible, alors l'étape 4 consiste à augmenter votre pouvoir de gain, pas par des petits boulots qui paient 12 euros de l'heure, par l'acquisition de compétences qui vous rendent plus précieux. Apprenez une compétence à revenu élevé. Obtenez une certification. Changes d'industrie. Négociez mieux. L'objectif n'est pas de travailler 3 emplois. L'objectif est de rendre votre revenu principal suffisamment élevé pour qu'épargner 1 000 euros par mois ne nécessite pas 3 emplois. Cela peut prendre 1 an. Cela peut prendre 3 ans. Mais cela en vaut la peine. Parce que le temps est l'ingrédient que vous ne pouvez pas racheter plus tard. Voici ce dont personne ne vous avertit. La bataille psychologique devient plus difficile avant de devenir plus facile. À 10 000 euros épargnés. Cela semble inutile. À 25 000 euros. Vous êtes épuisé et vous vous demandez si cela en vaut la peine. À 50 000 euros. Vous commencez à voir des progrès. Mais vous êtes aussi épuisé par des années de dire non à tout. C'est la zone de danger. C'est là que la plupart des gens craquent et dépensent tout. Dans quelque chose de stupide, parce qu'ils ont besoin d'un exutoire. Ne le faites pas. Tennis bonne. Parce que c'est à 0 euros. Quelque chose de magique commence à se produire. Les gains deviennent plus importants. Un rendement de 7% sur 70 000 euros. C'est 4 900 euros que vous n'avez pas travaillé. Vous commencez à voir l'effet de composition en temps réel. Pas seulement sur une feuille de calcul. Et puis vous franchissez les 100 000 euros. Le chiffre qui vous a pris 5 ans à atteindre la première fois. Il vous faudra 3 ans pour l'atteindre à nouveau. Puis 2 ans. Puis 18 mois. L'accélération est réelle et c'est enivrant. Soudain, vous ne grindez plus. Vous gérez. Vous optimisez. Vous regardez votre argent rapporter plus en 1 an que certaines personnes n'épargnent en une décennie. C'est l'autre côté. C'est ce vers quoi vous construisez. Mais vous n'y arrivez que si vous survivez au milieu ennuyeux. Les années où rien ne semble se passer. Les années où vos amis vivent leur meilleure vie sur Instagram et vous mangez des restes pour la 4e nuit d'affilée. Les années où vous vous demandez si vous faites les choses correctement. Parce que la société vous dit que dépenser de l'argent, c'est prouver que vous avez réussi. Vous n'avez pas réussi en dépensant. Vous avez réussi quand vous n'êtes plus obligé de le faire. Les premiers 100 000 euros ne concernent pas l'argent. Il s'agit de vous prouver que vous pouvez retarder la gratification assez longtemps pour gagner un jeu que la plupart des gens perdent par défaut. Une fois que vous l'avez prouvé, tout le reste n'est qu'exécution. Vous avez brisé le schéma. Vous avez échappé au piège. Et les 100 000 euros suivants, ce n'est que de l'élan. Alors voici ce qui compte, 75% des gens n'atteindront jamais 100 000 euros de richesse liquide. Parce qu'ils jouent à un jeu qu'ils ne comprennent pas avec des règles qu'ils n'ont jamais apprises. Ils pensent que la richesse concerne le revenu. Ce n'est pas le cas. Ils pensent qu'il s'agit de trouver l'investissement parfait. Ce n'est pas le cas. Ils pensent qu'il s'agit de chronométrer le marché ou d'attraper la prochaine grande chose. Ce n'est pas le cas. La richesse concerne l'écart entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Multiplié par le temps et protégé contre vos propres pires impulsions. Le type avec la Rolex chez Starbucks ne gagne pas. Il joue la comédie. Et la représentation lui a coûté tout ce qu'il n'aura jamais. Pendant ce temps, la personne qui conduit la Toyota de 10 ans avec un compte de courtage dont personne ne sait, construit tranquillement le genre de liberté qui n'a pas besoin d'être photographié. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent. Pour atteindre 100 000 euros, vous devez être têtu. Assez têtu pour dire non quand tout le monde dit oui.
Assez têtu pour continuer à investir quand on a l'impression que rien ne se passe. Assez têtu pour ignorer le bruit et faire confiance aux mathématiques. Parce que les mathématiques ne mentent pas. Elles ne se soucient pas de vos sentiments. Elles ne se soucient pas si vous êtes fatigué d'être discipliné. Elles se composent simplement lentement et silencieusement jusqu'à ce qu'un jour vous vous réveillez. Et que vous réalisiez que vous n'êtes plus piégé. C'est le vrai prix. Pas le chiffre dans le compte, le fait que vous ayez prouvé que vous pouviez le faire, et une fois que vous l'avez fait une fois, vous le referez encore, et encore, jusqu'à ce que la question ne soit plus de savoir si vous allez bien financièrement. La question est-ce que vous allez faire de tout le temps que vous avez racheté.